RCF. À bâton rompu, Véronique Bontemps rencontre Claire de Saint-Lager. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur RCF où la joie se partage et où j'ai la joie de rencontrer Claire de Saint-Lager. Bonjour Claire. Bonjour Véronique. Vous êtes bienvenue sur RCF. Vous venez en Belgique, donc vous êtes française, pour une petite série de conférences et on le comprend parce que vous avez publié plusieurs livres. Vous êtes auteur. Le dernier livre qui vient de sortir en 2022, c'est « Devenir femme ». Avant ça, vous aviez publié comme des colonnes sculptées « Le célibat, un chemin d'espérance » et encore précédemment « La voix de l'amoureuse, libérer le féminin ». On le devine, on va parler de la femme ensemble. Alors, vous avez aussi lancé des parcours de formation pour justement aider les femmes et les jeunes filles à découvrir la joie d'être femme. Ces parcours s'appellent Isha et Graines de femme. Vous aurez l'occasion de nous en parler. Peut-être d'abord, Claire de Saint-Lager, dites-nous un petit peu comment êtes-vous arrivée à parler autant de la femme ? J'aime bien dire que c'est pas nous totalement qui choisissons nos sujets, c'est un peu les sujets qui nous choisissent. Parce que je n'imaginais pas du tout que ça deviendrait presque un métier, comme c'est devenu aujourd'hui. Je pense que comme toute jeune femme, jeune fille, à 15 ans, je me posais des questions sur le sens de la vie, qu'est-ce que ça veut dire être une femme, avec un petit peu aussi ce regard à 15 ans d'avoir le sentiment peut-être que c'était plus compliqué d'être une femme que d'être un homme. Ce sur quoi je reviens un peu aujourd'hui. et je pense qu'on a toujours un appel. En fait, comme on dit, voilà, la blessure est le lieu de la fécondité. En fait, la blessure est à la fois le lieu de la fécondité et du combat spirituel, donc faut être attentif à ça. Et je pense que c'est souvent là où on a vécu un manque, qu'on a un appel. On crée moi, je suis convaincue qu'on crée ce qui nous manque en fait. Un manque, c'est pas du tout pour incriminer ma famille, où je pense que ma mère m'a transmis ce qu'elle avait à me transmettre. Bon, ma grand-mère, mais il y avait quand même cette interrogation autour de ce mystère féminin et peut-être aussi une petite frustration quant aux discours que je pouvais entendre, soit des discours féministes que je trouvais excessifs parce qu'on avait l'impression que s'épanouir en tant que femme, c'était devenir un homme comme les autres et prouver sa valeur en faisant face aux hommes, et donc ça ne reposait pas forcément sur des ressources féminines, ou en tout cas ça les niait, et sinon un discours un petit peu religieux, un peu moralisant, un petit peu enfermant, un petit peu essentialisant aussi sur la femme et sur le féminin. Et donc voilà, il y avait ces interrogations. Et après, c'est vraiment après mon année au Cambodge, je suis partie un peu plus d'1 an au Cambodge avec une ONG qui s'appelle Enfants du Mekong, qui s'occupe d'éducation. Et au Cambodge, je vivais avec 17 jeunes filles qui m'ont appelée maman pendant 1 an. J'avais 24-25 ans, donc autant vous dire que c'était une maternité un peu précoce. Mais pour autant d'enfants qui avaient 17-18 ans, donc voilà. Mais je pense que j'ai été très marquée parce qu'elles avaient les mêmes questions. Elle se demandait comment je reste fidèle à ma culture, à mon éducation. C'est une culture où, voilà, la femme doit être très respectueuse de l'homme, elle doit pas le regarder dans les yeux, elle doit saluer d'une certaine façon. Enfin, il y a des traditions, qui sont autres que les nôtres. Exactement, mais d'un autre côté, c'est aussi les grands-mères qui reconstruisent le pays après la destruction par les Khmers rouges. Donc, comme dans tous les pays en guerre ou en reconstruction, c'est quand même les femmes qui sont résilientes et qui en fait qui relèvent les pays. C'est souvent la force des femmes. Il y a une très grande forme de résilience. Et elles avaient ces interrogations sur, mais à la fois j'ai envie de réussir parce qu'elles étaient brillantes. Elles venaient de milieux extrêmement modestes, de villages très très pauvres. Et puis elles étaient arrivées au baccalauréat le baccalauréat en France, la dernière année de rhétorique, c'est ça. Et puis elles entamaient des études universitaires, leurs parents étaient illettrés, donc c'était quand même un chemin, un vrai chemin, et donc elles avaient quand même ce désir de s'épanouir aussi dans leur carrière, et en même temps d'être amoureuses, et en même temps d'être mère un jour, et on voyait bien que tout ça entrait en conflit. Et puis d'un autre côté, moi j'étais extrêmement touchée par ce que j'appelle la présence du féminin en Orient. C'est-à-dire que c'est des cultures qui valorisent le silence, l'invisible, l'intelligence du lien, l'émotion,
l'implicite. Donc beaucoup moins, c'est des cultures beaucoup moins explicites et extérieures que les cultures occidentales où on est beaucoup dans le faire. Voilà, c'est des cultures qui accordent plus de place aux mythes aussi, aux légendes, aux temps cycliques. Donc c'est beaucoup d'éléments qu'on associe anthropologiquement au féminin. Ça veut pas dire que ce sont des éléments dévolus aux femmes, mais ça veut dire que dans toutes les cultures, on va avoir associé au féminin. Alors dans le Tao, on appelle ça yin. C'est un peu plus complexe. Le yin, c'est pas tout à fait que le féminin, mais on va dire on va parler d'yin-yang. Dans l'hindouisme, on va parler de Shiva Shakti. Mais donc, dans toutes les cultures du monde, il y a cette idée que le monde est construit selon un principe féminin, qui sont faits pour le rencontre. Principe féminin, principe masculin, qui sont faits pour se rencontrer, et c'est leur alliance qui crée la fécondité. Et l'idée, c'est que c'est à la fois vrai sur le plan de la création, c'est-à-dire qu'il y a l'homme et la femme qui dans la rencontre sont féconds et mettent des enfants au monde, mais c'est vrai aussi intérieurement, quand le masculin et le féminin se rencontrent, il y a une fécondité de la personne. Je vous donne un exemple. On va associer au féminin la capacité de sentir, pressentir, ressentir, donc ce qui va être lié aux émotions, c'est un élément. Et on va associer au masculin tout ce qui est lié à agir, décider. Mais il n'est possible de bien agir et de bien décider que si on a d'abord bien perçu et bien ressenti. Donc on a les deux en nous. Exactement, et le masculin au service du féminin. Et donc le féminin est premier, au sens ontologique. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Et donc le féminin, c'est aussi l'âme et la dimension spirituelle. Symboliquement, en fait, dans les textes antiques. Et d'ailleurs, les figures féminines dans les contes, dans les textes mythiques, représentent cette dimension de l'âme et de l'intériorité de l'être humain. Donc c'est quand même très intéressant. Et culturellement, historiquement, les femmes ont été les icônes visibles de ce féminin. Et ce qui est dommage, c'est que nous, on est arrivé en Occident à rejeter un peu le féminin comme valeur, à considérer que c'était inférieur, et à même considérer que tout ce qui était de l'ordre du féminin, la capacité à donner la vie, cette intuition, cette vie des profondeurs, était secondaire, ou était inutile, ou était un fardeau. Et on a supprimé ça, et je pense qu'on a amputé les femmes, et en amputant les femmes, on a amputé les hommes aussi, parce que, on a amputé toute la nature humaine, et c'est ce qui m'a fascinée. Et au Cambodge, j'ai été au contact de ça. Ça m'a toujours intéressé de m'intéresser à l'anthropologie dans différentes cultures et aux religions. Même quand j'étais aux États-Unis, j'ai passé un an aux États-Unis quand j'étais étudiante. Je prenais des cours d'études religieuses et j'avais étudié les fins dernières dans différentes religions. Et ça m'a toujours fascinée de comprendre quel chemin prend l'être humain pour se hisser vers le divin. Et je me dis, en fait, c'est fou comme dans chaque religion, sans faire de syncrétisme, sans faire de mélange, on retrouve quand même des constantes, la présence, l'intériorité, l'immortalité de l'âme. Je te donne des exemples. Donc, quand on retrouve une constante, pour moi, c'est que ça dit une réalité profonde de l'expérience profonde et universelle de l'expérience de l'être humain. Et donc, retrouvant cette question du masculin et du féminin, ça m'a passionnée, et je me suis dit, tiens, ça va amener de la subtilité, c'est-à-dire qu'on va arrêter d'essentialiser. La femme, c'est ça, 3 parties, 3 sous-parties. L'homme, c'est ça, 3 parties, 3 sous-parties. Mais en même temps, les femmes vont pouvoir se ressaisir d'un certain nombre de valeurs, les réincarner et retrouver une fierté aussi d'être femme, parce que c'est des valeurs profondément bonnes et positives. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à creuser. En rentrant du Cambodge, donc j'étais plus dans l'interrogation, et puis en rentrant du Cambodge, on m'a proposé de créer un parcours dans un patronage. C'était complètement bénévole, donc j'ai créé le parcours Graines de Femmes, qui existe en Belgique et à Bruxelles. Et là-dessus, je me souviens très bien que c'était une intuition du directeur du patronage, l'abbé Vincent de Mello, et il m'avait dit... écoute, je pense que ce serait bien de faire un truc pour les jeunes filles, parce qu'elles sont quand même assez mal dans leur peau à l'âge de l'adolescence. Elles ont beaucoup de mal à prendre leur corps. Elles ont beaucoup de mal à envisager l'avenir. Elles sont un peu en conflit intérieurement. Ça, c'est une période de transition complexe, hein. D'où le livre Devenir femme, quelques années après. Et je lui ai dit, écoutez, je m'occupe de ce sujet. Je vais créer quelque chose. Il m'avait taquiné. Il m'avait dit, mais t'es une spécialiste? Je dis, non, mais je vais le devenir. Et voilà. C'est comme ça que vous avez... C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et puis en fait, c'était bénévole. J'ai animé ça pendant 2 ans. Ensuite, j'ai trouvé ma remplaçante qui a animé ça pendant 2 ans aussi. Et puis un jour, il m'a rappelé pour donner pour venir raconter ce que j'avais créé à un colloque sur l'éducation. Et là-dessus, une maison d'édition m'a dit, mais votre approche est très complète. Vous ne voudriez pas écrire un livre?
Il y a des éducatrices qui sont venues me demander d'avoir mes outils pour accompagner les jeunes. Et puis il y a des femmes qui sont venues me voir en me disant mais vous êtes bien gentille Claire, mais en fait vous faites ça pour les ados, mais nous on n'a pas reçu ça. Est-ce que vous pourriez pas faire ça pour nous aussi en tant que femmes? Et c'est là que j'ai créé les sessions Isha. Mais les sessions Isha, donc c'est pas comme le parcours Graines de Femmes, mais c'est la même intuition derrière, sauf que c'est vraiment pour des femmes adultes, donc le cheminement est différent, quoi. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai plongé. RCF. Avec Claire de Saint-Lager, nous avons la joie de parler de la femme. Claire a sorti un dernier livre, Devenir femme, en 2022. Et quel est l'enjeu pour vous, justement, en 2022 pour les femmes? Je dirais que un des grands sujets pour les femmes, c'est que les femmes ont beaucoup de mal à se relier à leurs désirs profonds. En fait, on a l'impression qu'on s'est libéré avec le féminisme. Alors, moi, je ne suis pas du tout anti-féministe. Je pense que tout mouvement historique a du sens, en fait, au regard de l'histoire, et qu'il était nécessaire à un moment de lever une chape de plomb, d'inviter aussi la femme à prendre sa place dans un espace public. Et je veux dire, des femmes beaucoup plus brillantes que moi, comme Edith Stein, en ont parlé beaucoup mieux que moi, déjà dans les années 30. Mais je pense quand même que aujourd'hui, la femme a beaucoup plus d'options. Tout est possible. Mais pourtant, elle est incapable de choisir. Parce que il y a quelque chose de très fort chez les femmes, c'est une de nos qualités, c'est que, de fait, comme notre corps est fait pour l'accueil, donc, et pour l'accueil de l'autre, et notamment l'accueil de l'homme dans la sexualité, l'accueil d'un enfant dans la maternité, et que l'on ait une vie sexuelle ou que l'on ait une vie, et que l'on soit mère dans la chair ou non, notre corps, enfin notre réalité physiologique impacte notre réalité psychologique. Et du coup, on a une très grande capacité à enregistrer les besoins et les attentes des autres. De fait, une mère, quand elle a un nourrisson, elle ne peut pas dire à son nourrisson « Écoute, t'es gentil, t'es dans ton berceau, occupe-toi de tes besoins, je m'occupe des miens ». Elle est toute dévouée aux besoins de son nourrisson. Et elle le devine même. Et elle le devine, voilà. Et donc, je pense que la femme a cette hyper-capacité d'hyper-empathie, mais le problème, c'est que du coup, ça crée chez elle une confusion, et elle enregistre de manière très profonde les attentes et les attentes et les injonctions de son environnement. Et pas ça les peut être siens, de sa famille, voilà. Ça peut être sa famille, ça peut être la culture, ça peut être la société. Combien de jeunes femmes on voit aujourd'hui faire des études brillantes et puis se réveiller à 30 ans en se disant mais au fond je déteste mon boulot. Enfin voilà, c'est pas ça que je voulais faire, et puis peut-être que j'aurais pas d'enfant mais je voulais être mère. Enfin et je me dis tiens, il y a une vraie question de bon voilà, à 30 ans on a encore le temps d'avoir des enfants, mais je caricature un peu, mais je me dis voilà, il y a un vrai enjeu, c'est mais au fond quel est mon désir, qu'est-ce qui m'habite, quelle est mon aspiration la plus profonde. Et moi, je crois que la spécificité de l'être humain, c'est d'être un être de désir. Voilà. C'est là où je vais pas être
comment on dit, spécistes, parce que voilà, ils mettent sur le même plan, avec tout le respect que j'ai pour les animaux qui sont des créations bonnes et belles du créateur, les animaux agissent par instinct. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des émotions et qu'ils peuvent pas avoir de l'affection, mais leur vie est régie par l'instinct, donc ils savent ce qu'il faut qu'ils fassent pour survivre, manger, se reproduire, dormir. L'être humain, il agit par désir, c'est-à-dire qu'il peut faire le choix de ce qui est bon pour lui, mais il peut aussi faire le choix d'autre chose. Et il n'est pas mu par un instinct, il est mu. Alors, il y a des instincts chez l'homme, mais il est mu par le désir, et ce qui fait qu'il est libre de la réalisation de sa destinée. Mais notre désir, et le désir, c'est à la fois le lieu de notre intimité la plus profonde, c'est le lieu de notre aspiration spirituelle. J'ai été créée par désir, par un Dieu qui me désire et qui désire que j'entre dans une relation de désir avec lui. C'est Saint Augustin, hein, donne-moi de te chercher, Seigneur, et si je te trouve, donne-moi de te chercher encore. C'est tout l'élan des mystiques, voilà, cette espèce d'ardeur. Et je parle pas que des mystiques chrétiens, on retrouve ça dans la mystique de toutes les traditions. C'est cette ferveur du cœur humain qui aspire à cet absolu. Et le désir, et il n'y a pas du tout, moi je mets sur, c'est le désir au sens même, notre libido, notre désir sexuel est signe de bonne santé. Une personne créative, c'est une personne qui a une bonne libido. Donc notre même ce lieu-là est source de fécondité, de créativité quand elle est orientée vers le bien. Et ce que j'observe, c'est que les femmes ont peu accès à ce lieu du désir. Par manque d'intériorité ? Je pense qu'il y a je nomme 4 choses. Il peut y avoir l'éducation. Ça s'apprend aussi, sinon on n'éduque pas nos enfants à formuler. Si vous regardez, Jésus, il est très pédagogue dans tout l'évangile, il passe son temps quand voilà les lépreux, les aveugles, les malades, les mères qui supplient pour leurs filles viennent le voir, à lui dire: que veux-tu que je fasse pour toi? Comme s'il nous demandait de nommer. Il nous rendait libres de consentir à ce qui nous habite pour le formuler. Et c'est parce qu'on le formule qu'on peut poser un acte de foi et recevoir cette guérison du Seigneur. Et donc, il respecte infiniment notre liberté. C'est pas un magicien. Il fait pas selon nos voilà. Et donc, cette difficulté à le nommer parce qu'on nous a pas appris à le faire. Une difficulté, peut-être une éducation un peu culpabilisante, où on a confondu, vous savez, le désir et la pulsion. On nous a beaucoup dit: faut renoncer à ton désir, faut renoncer à ton désir. Non, c'est jamais renoncer à son désir. C'est notre désir, c'est un désir de vie. C'est renoncer à nos pulsions, à nos difficultés à être dans la frustration, parce que dans ce qu'on a mis dans le désir, moi je distingue les envies du moment et le désir profond. Et ben souvent c'est mêlé de nos blessures, c'est mêlé de plein de choses. Tout n'est pas mauvais dans nos envies du moment, mais et puis donc ça peut être un autre élément, cette éducation qu'on a eue quand même pendant des siècles, et particulièrement les femmes, où en fait, surtout dans les sociétés judéo-chrétiennes, être une bonne femme, c'était être dans l'abnégation, c'était voilà s'oublier pour les autres. Mais bon, si je m'oublie, je n'existe pas, et donc si je n'existe pas, comment je peux me donner? Il faut exister pour pouvoir se donner, il faut être. Je peux vraiment renoncer à moi que si je suis. Je peux pas renoncer à quelque chose qui n'existe pas. Et c'est un peu l'écueil qu'on a eu dans le christianisme, c'est que je pense qu'avant d'arriver dans un vrai renoncement, il faut d'abord avoir reçu son jeu du Seigneur, entre guillemets, enfin son je suis. Et donc ça peut être un autre obstacle, c'est une mauvaise connaissance de soi. En fait, je ne me connais pas bien, j'ai pas pris le temps d'écouter ça, donc ça va en lien avec ce que vous disiez sur l'intériorité. Je ne sais pas quelles sont mes qualités non plus. Exactement, je sais pas vraiment qui je suis, ce que j'aime, ce qui me rend vivante, ou vivant, parce que c'est vrai pour les hommes aussi. Et puis un autre point, c'est qu'il y a la peur. Et en fait, ça j'oublie, je pense que beaucoup de femmes l'ignorent, c'est que en fait, on a 2 grandes peurs. La peur de l'épreuve, de l'échec et de l'épreuve. Je vous donne un exemple. Je suis une artiste, mais je fais un boulot de comptable. Alors certes, dans mon boulot de comptable, je suis pas très épanouie, j'aime pas beaucoup ce que je fais au quotidien, mais c'est relativement cadré et donc j'arrive à peu près à survivre, à gagner ma vie. Je me plains tous les jours que je suis pas à ma place et qu'au fond je suis une grande artiste et que si j'étais pas comptable, je serais une grande artiste. Sauf que c'est pas confortable, mais je prends pas vraiment de risques. Alors que si je commence à exposer des toiles, je mets mes tripes sur la table et si je livre ce que je suis, et si c'est pas apprécié, alors là c'est vraiment moi que je risque. Oui. Donc écouter notre désir, c'est quand même beaucoup plus risqué. Donc ça peut être la peur de l'échec et de l'épreuve. Et c'est vrai que prendre un risque, faire un saut de foi, on n'a pas de garantie, quoi. Et donc ça c'est vraiment un élément important. Et l'autre point, l'autre peur, ça peut être la peur de réussir, c'est-à-dire que vous savez, on préfère des situations qu'on connaît, même mauvaises, plutôt que ce qu'on ne connaît pas. Et souvent, chez les femmes, ce que j'ai observé, c'est: mais si je commence à écouter mes désirs,
si je commence à accomplir mes talents, si je commence à aller vers moi-même, peut-être que mon mari va me quitter. Peut-être que mes amis seront jalouses. Peut-être que je vous donne des exemples, ça a l'air un peu idiot. Mais en fait, que vous les rencontrez. Mais tout ça nous habite en fait, et c'est notre paradoxe. Je l'observe moi, c'est que pour aller vers la vie, il faut toujours quitter des lieux de mort, des lieux d'enchaînement, des mauvaises loyautés. C'est ce que nous fait vivre le Seigneur, et c'est pas si simple. Et donc je pense que c'est là que se joue notre liberté. C'est dans ces moments où on ose quitter pour aller plus loin vers plus de vie. Mais c'est vrai aussi pour les hommes, ça, en fait. Oui, je pense que c'est vrai pour les hommes, sauf que j'accompagne moins les hommes. Mais je pense que c'est un vrai sujet pour les femmes, parce qu'elles éduquent aussi les enfants, donc ce qu'elles ne reçoivent pas pour elles, comment elles peuvent le transmettre à leurs filles et à leurs fils. Et ça nous impacte beaucoup. Dans le livre Devenir femme, c'est un livre pour les jeunes filles, et jeunes femmes, enfin on va dire de 15 à 25 ans, on parle de nos lignées de femmes, mais au fond, qu'est-ce que j'ai reçu dans mon héritage ? Qu'est-ce qu'on m'a dit du fait d'être femme ? Qu'est-ce que mes grands-mères, mes tantes, ma mère m'a transmis ? Alors, nous, on invite même les jeunes filles à faire le tri d'héritage. Qu'est-ce que je garde de bon, de beau ? Quelles sont les grandes qualités des femmes de ma famille ? Et en même temps, qu'est-ce qui est pas très beau et que je vais aller puiser ailleurs ? Je vais aller m'inspirer auprès d'autres femmes. J'ai un exemple comme ça d'une jeune femme que j'avais eue en session. Elle était suissesse. Et elle venait du Valais. Donc, vous voyez, le Valais, c'est une région très catholique, mais c'est une région très paysanne, où le labeur était dur, où on avait beaucoup d'enfants, la vie des femmes et des hommes était rude. Et quand elle a eu ses premières règles, le rituel de bienvenue, c'était « ça y est, tu es une femme, tu vas souffrir ». Le message qu'on transmettait, c'est « tu vas souffrir ». Mais moi, je me dis, c'est normal que les femmes aient pas très envie d'être femmes ou se disent c'est terrible d'être femme. Alors que on voit bien que des jeunes femmes qui ont eu des exemples de femmes dans leur famille qui m'ont dit mais quelle joie d'être femme, mais qu'est-ce que j'adore être une femme, qu'est-ce que j'aime avoir un corps de femme, qu'est-ce que j'aime pouvoir aimer avec mon corps de femme, découvrir le monde avec mes cycles, avec toute cette émotivité de ce temps cyclique que nous offre le cycle féminin. Qu'est-ce que j'aime, toute cette sensibilité. C'est pas du tout la même chose. Je veux dire, on va l'appréhender un peu autrement. Et donc moi, c'est aussi un peu ce que je veux restaurer chez les femmes. Mais en fait, c'est une joie d'être une femme. Ça veut pas dire que il n'y a pas des difficultés et des souffrances. Dans la vie, on est incarné, donc on est limité, donc voilà. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là, mais combien de joie. Et voilà, mon auteur préféré qui est Christiane Singer, qui est une femme, que j'aime profondément, qui m'inspire, qui n'est plus de ce monde, mais moi je vis dans l'invisible avec mes amis invisibles. Elle avait un tel amour de la vie, c'était tellement une vivante. Elle se disait elle-même une allumeuse, c'est-à-dire qu'elle allumait la flamme dans le cœur des gens. Un peu provocatrice d'ailleurs souvent. Et elle a beaucoup écrit sur la passion. Elle fait le lien entre la passion amoureuse et l'union à Dieu. Et que presque le chemin de la passion amoureuse est un chemin mystique et de rencontre spirituelle. Et elle, vous voyez l'amour qu'elle avait du fait d'être vivante, c'est-à-dire que elle disait, mais le matin, je m'émerveille de mes orteils, d'être en vie. Tiens, encore un nouveau jour et mon corps se réveille. Je vous dis, je fais pas ça tous les matins, moi, mais je me dis, qu'est-ce que c'est beau comme message. Et voilà, si ce qu'on offre comme espace pouvait permettre aux femmes de renouer avec ça à leur rythme, parce que parfois on a été tellement blessés qu'on peut pas du jour au lendemain être dans cette espèce d'exultation, mais par petites touches, se réconcilier, commencer à réapprécier son corps, commencer à faire la paix avec ses désirs, avec ce qu'on a d'unique. C'est moi le plus beau cadeau que me font les femmes, c'est de me dire, écoute, ça m'a réconcilié cette session. Je me dis si c'est ça que j'ai à offrir, voilà, c'est le premier cadeau Claire de Saint-Lager, le temps passe très très vite. On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais qu'on termine avec un tout petit mot sur la formation Graines de Femmes, parce que vous disiez qu'elle a lieu en Belgique et qu'il y a une formation tout bientôt. Oui, alors Annonciade Dautrep et Nathalie Bresse montent un parcours Graines de Femmes. Donc c'est pour les jeunes filles à partir de 14 ans, entre 14 et 17 ans, à Bruxelles. Donc je vais vous dire l'adresse mail, c'est Graines de Femmes, donc graines au singulier 2, femmes au singulier, bxl@gmail.com. Et elle monte ça à Woluwe-Saint-Pierre, il me semble, voilà. Et je vous invite parce que c'est un parcours génial pour les ados. C'est 15 ateliers qu'elles font sur 3 jours.
Et c'est à la fois, c'est des jeunes filles qui vont apprendre à se connaître leurs talents, connaître leur personnalité, découvrir leurs rêves, ce qui les habite, connaître leur corps, aimer leur beauté singulière, et puis entrer en relation trouver leur place dans le monde, être en relation avec les autres femmes, être en relation avec l'homme, être dans une juste relation avec elles-mêmes, et puis avec Dieu, et pour celles qui ne croient pas en Dieu, la présence, l'invisible, enfin voilà, cette réconciliation. Et nous, ça fait 10 ans qu'ils existent, ces parcours, et quand on a sorti Devenir femme, on a interviewé, parce que je l'ai écrit avec d'autres animatrices Devenir femme, on a interviewé mes anciennes graines de femmes, et elles nous ont témoigné de combien ça les avait aidées ensuite dans leur chemin de jeune femme, parce qu'elles ont 25-26 ans aujourd'hui, et combien c'était encore vivant, ce qu'elles avaient reçu dans cette période-là. Chers auditeurs, je vous invite à aller voir sur le site, donc Graines de Femmes, ou Claire de Saint-Lager, voilà, ou Isha Formation. Il y a tout sur le site d'Isha Formation. Ouais. Voilà. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'était À bâton rompu, Véronique Bontemps, rencontrée aujourd'hui Claire de Saint-Lager.